qui se tient à nouveau en distanciel pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Donc, bien évidemment, nous espérons pouvoir nous rencontrer dans un lieu clos et couvert dans les prochains délais. Mais pour l'instant, ce mode opératoire est conforme aux exigences de la situation. Donc cette rencontre Propial a comme thème la loi Pacte et toutes ses déclinaisons. Je vais passer la parole à Aurélie Tamissier de l'I2EPI qui va vous introduire le sujet. Je vous rappelle les consignes dans le cadre de ces webinaires. Je vous demande de bien vouloir couper votre micro et si possible, couper votre caméra pour, on va dire, laisser toute la place aux présentations des intervenants. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pourrez les poser, mais je vous demande de les poser dans la conversation, donc de les écrire dans la conversation au fur et à mesure des interventions. Ces questions seront débattues en fin des 2 interventions, mais si vous les avez en tête, pour ne pas les oublier, vous les écrivez dans le chat, c'est-à-dire dans la petite bulle de conversation. Voilà. Je laisse la parole à Aurélie Tamissier. Oui, merci Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça fonctionne? Très bien. Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette rencontre Propial. Donc je représente l'I2EPI, l'Institut européen pour la propriété intellectuelle. Juste pour introduire un petit peu le sujet de cette rencontre, je vous rappelle qu'initialement c'est la loi Pacte qui a introduit de nombreux changements qui impactent directement le système des brevets et des marques en droit français. Lors d'une précédente rencontre Propial, nous avions eu l'occasion de faire un focus sur les impacts de la loi Pacte en matière de brevets. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la transposition de la directive relative au paquet marque qui introduit du coup des nouvelles dispositions relatives aux droits des marques. Donc, on a un peu plus d'1 an de recul, puisque je vous rappelle que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en France en fin d'année 2019, en décembre 2019. Et je vous rappelle aussi que, voilà, pour le contexte, la réforme du paquet marque visait à harmoniser et à moderniser le droit des marques entre les différents États de l'Union européenne. Et effectivement, cette réforme a introduit des changements majeurs dans le système du droit des marques au niveau national, que ce soit au niveau de l'enregistrement et du renouvellement des marques, les procédures d'opposition, de nullité, de déchéance des marques ou encore des recours formés. Donc ça, on va le voir. On va le voir grâce à nos 2 experts qui vont pouvoir analyser les impacts de cette réforme avec Frédéric Auclair et Carole Debuchy. Donc voilà, juste pour cette petite introduction et juste un mot éventuellement pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce sujet de la réforme du paquet marque. L'I2EPI vous propose une session de formation d'une journée voilà, qui va vous permettre d'aller plus loin sur ces sujets-là. Vous pouvez retrouver cette formation sur le site de l'I2EPI. Je vous laisse la parole, Philippe. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Philippe Bond de l'INPI. Donc, pour nous présenter ce sujet, on a la joie d'accueillir 2 intervenants. Tout d'abord, Carole Debuchy, qui est juriste, conseiller en propriété industrielle, mandataire européen en marque, dessin et modèle, et qui, après plusieurs années dans l'industrie, donc pratique le droit de l'API depuis 20 ans au cabinet Blegerain-Poupon, dont elle est associée et elle intervient, je peux le dire, au nom de la CNCPI. Nous avons également donc Frédéric Auclair, cette fois qui est de l'INPI, diplômé du CEPI, inscrit sur la liste des personnes qualifiées en marque et dessin et modèle. Frédéric travaille au sein de l'INPI depuis les années 2000, d'abord en tant qu'examinateur marque et puis depuis 2008 au sein de la direction de l'action économique
dans le but de sensibiliser les différents opérateurs économiques d'Île-de-France aux enjeux attachés à l'usage de la propriété intellectuelle. Je vais tout de suite donc passer la parole à Frédéric qui va commencer cette série de 2 interventions qui va nous parler donc des premiers retours suite à une année donc que l'on peut qualifier de rupture dans le droit des marques. Frédéric, je te passe la parole. Merci, Philippe. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran? Oui, oui. 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 En mode présentation, hein? D'accord, c'est bon? Oui. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, effectivement, comme ça a été précisé, je vais avoir le plaisir de vous présenter donc, les principales nouveautés qui sont issues de la transposition du paquet marque dans les procédures qui sont suivies devant l'INPI. Hein. Je vais me focaliser sur les procédures marque INPI et comme cela a été indiqué également, le fait que la plupart de ces procédures aient été mises en place depuis un peu plus d'1 an nous permet d'avoir un petit recul et je vais également pouvoir donc illustrer mon propos avec quelques données chiffrées, quelques données statistiques. Excusez-moi. Donc voici les principales modifications que je vais présenter. Celles-ci répondaient à plusieurs objectifs qui étaient poursuivis par le législateur et qui sont rappelés en fait dans le rapport qui a été fait au président de la République. Il y avait trois grands objectifs qui étaient suivis. C'était d'une part moderniser un petit peu le droit des marques en l'adaptant notamment au mode de communication actuel. On va le voir, ça se matérialise essentiellement dans la suppression de l'exigence de représentation graphique. Là, Frédéric, je t'interromps juste 2 secondes. On a la slide avec le graphique. Donc, je ne sais pas les autres, mais... Ah. D'accord, parce que moi, ce n'est pas celle-là que j'ai devant moi. Alors. Voilà. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'ai un peu spoilé ma slide suivante. Donc, je disais plusieurs objectifs poursuivis par le législateur avec cette réforme. Donc, trois grands socles. Le premier, la modernisation du droit des marques qui s'incarne principalement dans la suppression de l'exigence de représentation graphique du signe déposé et qui, on va voir, permet l'enregistrement de nouveaux types de marques. Dans un deuxième objectif, c'était un petit peu améliorer le sort des titulaires de droit et renforcer un petit peu leur défense avec la mise en œuvre d'une nouvelle procédure administrative en nullité depuis le 1er avril 2020 et également la réforme importante qui a été apportée également à la procédure administrative d'opposition, on va le voir en permettant des oppositions multiples et en ouvrant celle-ci surtout à de nouveaux droits antérieurs. Et enfin, dernier objectif, faire en sorte qu'il y ait plus de signes qui soient disponibles. J'imagine que parmi l'auditoire, il y aura beaucoup de professionnels ou des personnes qui ont été confrontées à la grande difficulté qu'il y a de trouver de nouvelles marques, des signes disponibles. Donc, il y a un certain nombre de nouvelles mesures qui ont été mises en place et qui sont censées concourir un petit peu à cet objectif. C'est donc principalement la mise en place toujours de cette procédure administrative en nullité, mais également en déchéance, le renforcement du contrôle des preuves d'usage lors de la procédure d'opposition et la mise en place d'un dépôt monoclasse, puisque j'imagine que si vous êtes familier de la procédure MAG, vous devez savoir qu'il y a eu un abandon en fait du système de calcul précédent des taxes. On est passé d'un système dit forfaitaire, pour lequel vous payiez le même prix pour les 3 premières classes de produits-services, qu'il y ait 1, 2 ou 3 classes, c'était la même somme qu'il y avait à verser,
qui était de 210 €, puis de 42 € par classe supplémentaire au-delà de la troisième, ce qui conduisait les déposants forcément, puisqu'ils avaient le droit à trois classes, à revendiquer une protection pour des produits et services peut-être qui n'étaient pas immédiatement indispensables, ou en tout cas qui n'étaient pas dans un avenir proche, et conduisait donc à un encombrement un petit peu fictif des registres. Donc, on a un petit peu, on a supprimé ce système-là et on s'est un petit peu aligné, hein, et c'est une phrase que je vais répéter beaucoup durant mon intervention sur ce qui est pratiqué devant l'EIPO, hein, avec un système dit monoclasse, c'est-à-dire qu'on paye une somme dès la première classe, en l'occurrence 190 €, puis 40 € par classe supplémentaire dès la deuxième, ce qui va conduire un petit peu, et ce qui devrait conduire à ce que les déposants se concentrent principalement sur des spécialités, des produits et services qui les concernent plus directement. Et je vais tout de suite illustrer un petit peu ça avec la slide suivante, où on peut voir sur le graphique du haut que l'essentiel en fait des dépôts est constitué par un dépôt monoclasse, hein. Il y a exactement, que je ne me trompe pas, 39 176 dépôts qui ont été faits dans une seule classe, qui représentent 37% des dépôts qui ont été réalisés en 2020. Donc l'objectif, hein, qui était poursuivi par la mise en place de ce système monoclasse me semble tout à fait atteint. Je vous ai mis, parce que les chiffres étaient disponibles et à titre informatif sur la slide, le graphique du bas, la répartition en fait des dépôts par rapport aux classes, que vous ayez en fait une indication sur les classes qui sont les plus demandées. On retrouve exactement le même succès ou les mêmes classes recherchées au niveau européen. Donc c'est principalement effectivement des classes 35 et 41 qui sont en tête, avec également la classe 32 et la classe 25. Voilà, un petit peu, juste pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble des dépôts, dans quelle classe les dépôts sont effectués. Alors, je reviens sur le premier changement d'importance que je souhaite évoquer, peut-être la mesure la plus emblématique et qui parlera sûrement au plus grand nombre, la suppression de l'exigence de représentation graphique du signe déposé. Ça permet en fait à ce que des nouveaux formats soient acceptés par l'INPI lors de l'enregistrement, et notamment les formats MP3 et MP4. Et donc, du coup, ça ouvre la procédure d'enregistrement, d'une part à de nouveaux types de marques, hein, typiquement les marques multimédia et les marques de motifs, et ça permet également à ce que la procédure d'enregistrement soit ouverte donc à des marques qui étaient déjà acceptées précédemment, mais sous des formats différents. Je pense notamment aux marques sonores, hein, qui pouvaient déjà être protégées par le biais de la représentation, notamment par exemple d'une portée, hein, où était représenté le son, et des marques de mouvement qui pouvaient être protégées avec la représentation du mouvement sur une série d'images, par exemple. Bah, désormais, ce type de marque peut être protégé soit par le biais d'un son, un MP3, et Carole illustrera cela après mon intervention avec des exemples en live, si je puis dire, et des marques de mouvement avec des enregistrements sous les formats MP4. Il suffit en fait que les fichiers que vous joignez ne dépassent 100 mégaoctets. La seule exigence qui existe toujours, hein, même s'il n'y a plus l'exigence de représentation graphique, c'est que le signe déposé puisse être représenté dans le registre national, dans le registre. Alors, quelques données chiffrées sur ce qu'on appelle ces marques un petit peu non traditionnelles, que vous voyez un petit peu ce que ça représente quantitativement. Donc on peut le voir, hein, c'est somme toute très très modeste, hein. Il y a la recherche, j'ai effectué la recherche en début de semaine,
Il y a 7 marques sonores qui ont été déposées et seulement 3 de ces marques ont été enregistrées. Sur ces 7 marques déposées, une seule a été déposée sous la forme d'une portée musicale. Toutes les autres ont été sous un format MP3. Et pour l'anecdote, deux déposants ont fait appel à un mandataire professionnel. Ça veut dire que malgré l'aspect un petit peu plus technique du dépôt avec le fichier MP3, la plupart des déposants ont fait ces démarches de manière unilatérale. La plupart des marques sonores qui ont été déposées s'apparentent à des musiques de type jingle et non pas une série limitée de notes de musique. Pour ce qui concerne les marques multimédia, qui consistent donc, je le rappelle, si besoin, une combinaison d'images et de sons, donc elles doivent être représentées par un fichier audiovisuel qui met en avant, qui représente cette combinaison. 8 marques ont été enregistrées et aucun déposant n'a fait appel à un mandataire professionnel pour ce faire. Et enfin, dernière série de marques non traditionnelles, les marques de mouvement. Donc, c'est des marques qui sont constituées par un mouvement ou un changement de position des éléments qui les composent. Elles doivent être représentées par un fichier vidéo ou une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. Une seule marque a été enregistrée. Une seule marque a été déposée sous la forme d'une série d'images séquentielles immobiles en format JPEG. Toutes les autres ont été au format MP4 et un seul déposant n'a pas fait appel à un mandataire professionnel. Donc on le voit, un faible nombre de dépôts, 25 marques non traditionnelles rapportées aux 106 115 dépôts qui ont été effectués en 2020. Ça reste somme toute assez faible, donc il n'y a pas une vraie tendance particulière qui peut se dégager. Pour l'ensemble de ces dépôts, les classes les plus revendiquées sont les classes 9, 35, 38 et 41. Et donc on retrouve un petit peu les classes qui étaient déjà les plus usitées pour les dépôts traditionnels. Et ces marques non traditionnelles proviennent pour la plupart de déposants, personnes physiques ou morales, du domaine des télécommunications ou de la production audiovisuelle. Voilà ce que j'avais à dire sur ce nouveau type de marque. Gardez à l'esprit qu'en l'état actuel de la technique et toujours avec cette exigence de représentation malgré tout du signe dans le registre, même si ce n'est pas par le biais d'une représentation graphique, en tout cas pratiquement on reste dans l'impossibilité de déposer ou de protéger en France des marques olfactives, gustatives et tactiles. Autre point important à garder à l'esprit, si vous souhaitez protéger des marques non traditionnelles et que derrière il y a une perspective de protection à l'étranger, si vous songez pour ce faire à utiliser ce qu'on appelle le système de Madrid, le système de protection internationale des marques, faites attention, ce système continue à exiger une représentation graphique de la marque et donc vous ne pourrez pas le faire en vous basant sur une marque non traditionnelle comme marque support pour entrer dans le système. Voilà. Deuxième série de modifications issues de la transposition du paquet marque, une refonte conséquente d'un sujet qui est un petit peu plus confidentiel, en tout cas moins grand public, celui des marques dites collectives. Avec notamment la création, en tout cas le renommage de l'ancienne catégorie des marques collectives de certification en marque de garantie et toujours l'existence de la marque collective, mais il y a désormais un partage bien clair qui est fait entre ces deux catégories de marques, ce qui était beaucoup moins évident dans l'ancien système. Vous voyez qu'il y a des définitions précises de ce à quoi correspondent ces marques-là. Lors du dépôt, il doit être précisément indiqué pour quel type de marque une protection est recherchée. On voit également qu'il y a une limitation dans la nature des déposants qui est possible. Le dépôt, je dirais, occupe une place centrale dans
dans ce nouveau régime juridique, avec un contrôle accru des informations qui sont donc fournies au moment du dépôt, un contrôle accru du règlement d'usage, qui était loin d'être le cas dans le système, avec des informations qui doivent être impérativement insérées dans le règlement d'usage sous peine de rejet de la marque, l'existence de motifs de nullité spécifiques qui sont propres aux marques collectives et aux marques de garantie. Tout ça fait en sorte que le régime juridique de ce type de marque est sensiblement transformé avec ces nouvelles mesures. Je vous ai mis quelques petits chiffres en bas, ça correspond en fait au nombre de marques collectives et de marques de garantie qui ont été déposées en 2020. Donc vous voyez 681 marques de garantie déposées en 2020 et 342 marques collectives déposées sur cette même période. J'avance, je ne m'étends pas de plus. Autre évolution majeure, avec celle, je dirais, de la suppression de la condition de représentation graphique, c'est l'évolution de la procédure d'opposition, avec donc 5 blocs caractéristiques un petit peu des modifications. Donc, d'une part, l'ouverture de la procédure d'opposition à des nouveaux droits opposables, que je vais détailler dans la slide suivante. Un renforcement du principe du contradictoire tout au long de la procédure pour encore une fois se calquer ce qui est pratiqué devant le UIPO en fait. Bon, il y a beaucoup plus de possibilités pour les parties d'échanger des observations, d'échanger des pièces lors d'une phase dite d'instruction et avec des périodes qui sont ouvertes aux parties pour faire ces échanges-là. Il y a jusqu'à 3 possibilités d'échange entre les parties. Disparition du projet de décision lors de cette phase d'instruction. Cette phase d'instruction se clôturera par une phase de décision au cours de laquelle l'INPI aura 3 mois pour émettre une décision, faute de quoi l'opposition sera présumée rejetée. Analyse également renforcée des preuves d'usage au cours de cette procédure d'opposition. C'est un petit peu la matérialisation de quelque chose qui est assez central dans la directive et dans le paquet marque, c'est le poids considérable qui va être désormais donné à l'effectivité de l'exploitation de la marque. Ça va être matérialisé dans diverses mesures et notamment dans le cadre de la procédure d'opposition par le contrôle renforcé qui va être fait par le service d'opposition de l'exploitation de la marque. Si jamais celle-ci est soumise à obligation d'usage, donc c'est la plus de 5 ans d'ancienneté, et si jamais le déposant demande l'exploitation de justifier de l'exploitation de la marque qui est opposée, désormais l'INPI va pouvoir contrôler produit par produit, service par service, l'exploitation qui en est faite, et pour ceux pour lesquels il n'y aura aucune preuve d'exploitation qui aura été apportée, ces produits et services seront écartés un petit peu du débat de l'opposition. Donc, on n'est plus comme dans l'ancien système où la justification de l'exploitation pour un seul des produits et services à l'appui de l'opposition permettait de justifier l'exploitation. Il n'y avait pas un contrôle plus poussé qui était fait par l'INPI. Désormais, c'est vraiment produit par produit, service par service, que l'INPI, que le service de l'opposition va procéder. Possibilité également de former une opposition formelle. Là encore, on se rapproche de ce qui est pratiqué devant le WIPO, c'est-à-dire que le délai de 2 mois pour former opposition à compter de la publication de la marque Opopi reste inchangé. Simplement, on peut se contenter de remplir le formulaire d'opposition dans ce délai de 2 mois et de reporter la fourniture des pièces et la justification de l'opposition à un mois supplémentaire. Et également, autre modification notable, la possibilité d'invoquer plusieurs droits dans une même opposition. L'ancien système
vous poussait à formuler autant d'oppositions qu'il y avait de droits antérieurs qui étaient invoqués, ce qui pouvait être notamment problématique lorsque vous aviez une famille marque. Vous étiez malgré tout obligé de former autant d'oppositions qu'il y avait de marques enregistrées. Désormais, vous pourrez mettre dans une seule et même opposition plusieurs droits antérieurs, la seule exigence étant que ces différents droits appartiennent au même titulaire. Enfin, un petit point qui n'est pas dans la slide, hein, le recours contre les décisions. Il y a quand même des petites modifications qui ont été apportées. Le recours est désormais électronique. Et il y a obligation pour les parties de constituer un avocat, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je vous ai dit que j'allais détailler les nouveaux droits qui sont opposables, qu'on a ajoutés, si je puis dire, dans la procédure d'opposition. Donc, antérieurement, étaient essentiellement invocables les droits de marque qui produisaient effet en France, ou alors des signes de qualité où le nom, l'image, le remet d'une collectivité territoriale. Vous avez donc à droite les nouveaux droits qui ont été ajoutés dans les droits invocables dans la procédure d'opposition, et on verra, ils ressemblent fortement aux droits relatifs qui peuvent être invoqués dans la procédure en nullité et d'échéance. Donc, on retrouve, avec l'ajout de la dénomination réseau social, nom de domaine, du nom commercial et de l'enseigne, quasiment l'intégralité de la famille des signes distinctifs. Avant, il y avait juste la marque, et maintenant, on retrouve les autres éléments qui complètent la famille des signes distinctifs, avec quand même certaines conditions, la dénomination de la raison sociale, pour peu que cela entraîne qu'il y ait un risque de confusion, en fait, et pour les noms de domaine, nom commercial et enseigne, c'est la justification d'Astérix, pour peu qu'il y ait effectivement là aussi un risque de confusion, mais également que ces éléments-là n'aient pas une portée simplement locale. On retrouve également l'atteinte à une marque de renommée, antérieure, ce qui va permettre de s'échapper un petit peu du principe de spécialité et d'invoquer, de fonder une opposition sur des produits et services qui seraient un petit peu différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. On retrouve également le nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique, et également le dépôt qui aurait été qui serait effectué par l'agent ou le représentant d'un titulaire d'une marque enregistrée ailleurs dans un pays de l'Union de Paris, membre de l'Union de Paris. Et si jamais ce titulaire s'aperçoit en fait qu'un dépôt est effectué par exemple en France par un agent ou son représentant sans son accord, par exception au principe de territorialité, on va lui ouvrir la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une telle demande de marque. Et la pluralité de droits antérieurs, je l'ai déjà évoqué encore une fois, pour peu que ceux-ci appartiennent à la même personne. Là encore, quelques éléments chiffrés pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du succès relatif ou important de ces changements. Donc on retrouve malgré tout quand même une procédure d'opposition qui est principalement fondée sur des marques en fait, sur un système que vous connaissez antérieurement. 87%, il n'y a que 13% de droits antérieurs autres que des marques qui sont invoquées dans les procédures d'opposition. Et il y a quand même la ventilation un petit peu de ces droits antérieurs hors marque classique, et on retrouve, vous voyez, principalement la moitié, c'est la marque de renommée qui est invoquée à l'appui de l'opposition. Le deuxième grand camembert, la deuxième grande part de droit antérieur, c'est la dénomination sociale, qui est suivie après par le nom de domaine et le nom commercial. Donc, ça veut dire que c'est quand même essentiellement l'ensemble des signes distinctifs qui sont utilisés hors du droit des marques, les autres éléments qui composent la famille des signes distinctifs qui sont utilisés à l'appui de la procédure d'opposition.
Donc je continue à avancer puisque le temps lui-même avance également. Troisième changement fondamental dans cette transposition, la mise en place devant l'INPI d'une procédure en nullité ou en déchéance qui cette fois-ci est intervenue au 1er avril 2020. C'est-à-dire qu'on a des procédures que le droit français connaissait auparavant, mais des procédures qu'on ne rencontrait que devant le système judiciaire. Donc, cette fois-ci, on est venu donc un petit peu priver les tribunaux, notamment pour les désengorger et faire en sorte que ce type de recours soit plus aisément et plus fréquemment mis en place. On est venu attribuer donc cette compétence à l'INPI, avec donc un partage malgré tout des compétences, mais je vais revenir dessus dans la slide suivante, entre les tribunaux judiciaires et l'INPI. Les caractéristiques principales de cette procédure, donc cette nouvelle procédure administrative, donc c'est le respect du principe du contradictoire, mais elle est calquée un petit peu avec ce que j'ai pu évoquer sur la procédure d'opposition. Il y a les mêmes principes d'échange de pièces et de discussion entre les parties. Un changement important, les recours contre les décisions qui sont rendues par le directeur de l'INPI dans le cadre de la procédure en nullité en déchéance sont des recours en réformation. C'est un changement, c'est une nouveauté d'importance. Jusque-là, et notamment les décisions qui sont rendues par le directeur de l'INPI dans le cadre de la délivrance des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation, c'est-à-dire que la Cour d'appel compétente peut juste confirmer ou affirmer la décision du directeur de l'INPI, mais elle ne va pas rejuger, entre guillemets, l'affaire, et de nouveaux moyens ou des nouvelles pièces ne peuvent pas être portées devant elle. Là, pour ce qui est des décisions rendues en matière de procédure de nullité et d'échéance, ce sont des recours en réformation, et la Cour d'appel va pouvoir être saisie et réexaminer l'entièreté de l'affaire, et de nouvelles pièces, notamment, pourront être apportées devant elle. Point également fondamental, et qui est un changement majeur comparé à ce que pouvait connaître le juge judiciaire précédemment, il n'y a pas d'intérêt à agir à justifier pour pouvoir mettre en œuvre ou faire initier une procédure en nullité en déchéance, alors que devant le juge judiciaire, il y a un intérêt à agir, à démontrer. Donc ça veut dire que n'importe qui peut initier une procédure en nullité en déchéance sans devoir justifier que la marque qu'il souhaite voir faire annuler lui est susceptible de lui causer un préjudice. Donc encore une fois, c'est vraiment un changement important, et qui donc fait courir potentiellement un risque aux titulaires de droit de se voir attaquer, de voir invalider leur titre par n'importe qui, par tout à chacun. Un changement, une nouveauté également importante, puisque la décision du directeur de l'INPI rendue dans le cadre de cette procédure en nullité et d'échéance est assimilée à une décision de justice et qui a force exécutoire, il y a la condamnation possible de la partie perdante au paiement d'une somme forfaitaire, en tout cas, et l'arrêté qui était longtemps attendu, puisqu'il a mis presque une année à être publié, qui devait fixer précisément le détail des sommes qu'on pouvait recouvrir à ce titre, a été publié le 4 décembre dernier. Pour l'anecdote, sachez qu'il prévoit un montant max de 600 € sur la phase écrite, de 100 € sur la phase orale récupérable, et de frais de représentation. Au titre des frais de représentation, on peut récupérer jusqu'à 500 €. Donc voilà un petit peu des singularités de cette procédure. Je vous ai dit que si l'INPI a récupéré l'essentiel des compétences, le juge judiciaire en conserve certaines, que je vais détailler dans la slide suivante. Donc à titre principal, pour ce qui concerne la procédure en déchéance, c'est l'INPI qui est compétent, et à titre conventionnel, j'ai mis le TGI, mais ce n'est pas une faute, c'est le tribunal judiciaire, la dénomination a changé, autant pour moi. Pour ce qui est de la nullité, c'est à titre principal l'INPI ou les tribunaux judiciaires selon les fondements. On va le voir, c'est essentiellement l'INPI. Il n'y a que sur certains motifs
relatif que le juge judiciaire conserve la compétence et à titre conventionnel, le juge judiciaire. Le détail de la répartition des compétences, donc les compétences exclusives de l'INPI, donc les demandes de déchéance qui sont formées à titre principal. Je rappelle que la déchéance peut être présentée pour défaut d'exploitation ou la marque qui aurait dégénéré ou la marque devenue trompeuse. Des demandes de nullité qui seraient donc fondées, qui seraient présentées à titre principal et fondées sur un motif absolu et relèvent également de la compétence exclusive de l'INPI. Des demandes de nullité toujours présentées à titre principal et qui sont fondées sur l'un des motifs relatifs qui sont présentés ci-dessous, qui sont principalement les motifs qu'on retrouve dans la procédure d'opposition, si ce n'est qu'il est ajouté à ce stade également la mauvaise foi du déposant. Ce qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, donc les demandes de nullité ou d'échéance qui sont formées à titre conventionnel, donc dans toutes les situations. Dans le partage, pour les demandes de nullité formées à titre principal, vous voyez que le juge judiciaire conserve une compétence exclusive pour ce qui concerne le droit d'auteur, les droits de dessin et modèle et les droits de personnalité. Et enfin, pour les demandes de nullité et d'échéance qui seraient, peu importe le motif, qui seraient connexes à une autre action relevant de la compétence du tribunal, typiquement une demande de nullité qui serait connexe à une action en contrefaçon, une action en concurrence déloyale, une action en référé, ou alors si on a demandé la mise en place de mesures probatoires. Et on verra d'ailleurs une des premières demandes de nullité qui a été publiée par l'INPI, qui a été rendue par le service de la nullité et de la déchéance. Et justement, une demande de nullité qui est considérée irrecevable puisqu'elle est connexe à une action, je ne sais plus si c'est en contrefaçon ou en concurrence déloyale, qui avait été initiée précédemment. Alors, quelques éléments chiffrés sur les procédures en nullité et en déchéance devant l'INPI. Je n'ai malheureusement pas, comme je l'avais pour la procédure d'opposition, une ventilation par droit antérieur. En tout cas, pour les procédures en nullité, j'ai plutôt par typologie, est-ce qu'on est en face d'une demande de nullité fondée sur un seul motif absolu simple ou un motif absolu multiple. Donc, vous voyez que la majorité des demandes en nullité sont fondées sur des motifs dits relatifs et essentiellement des motifs où il y a un seul motif relatif qui a été invoqué. La répartition des demandes de nullité d'échéance est quasiment équivalente. C'est du 48-52% à peu près. Pour ce qui concerne les procédures en déchéance, vous voyez que c'est majoritairement, et encore de manière très considérable, majoritairement des demandes d'échéance pour défaut d'exploitation. Il y a très peu de demandes d'échéance pour tromperie ou pour dégénérescence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les demandes en nullité d'échéance? Pour ce qui est des mesures, on peut voir que c'est principalement, même si ce n'est pas une obligation légale, en tout cas une procédure qui est initiée par le biais de mandataires. On peut quand même présupposer que la technicité de la procédure, la justification des argumentations à présenter impose, à mon sens, le recours à des mandataires, et des mandataires qui sont donc principalement des avocats. Pour ce qui est de la nature des demandeurs, on voit que la plupart des demandes sont faites par des TPE, PME et assez peu par des grands groupes, et ainsi qu'un grand nombre de sociétés étrangères, ce qui peut paraître un petit peu étonnant. Et dans ces procédures-là, la typologie des défendeurs sont principalement constitués de TPE, PME ainsi que de particuliers. Quelques mots sur la procédure de répartition des frais. Il y a des demandes de frais qui sont présentées donc, dans 27% des dossiers.
principalement par des avocats, pour l'anecdote. Autrement, les demandes, je vous ai dit donc 361 demandes, un rythme relativement moyen, c'est en constante augmentation, on arrive à un rythme à peu près de 45 demandes par mois à peu près. Il y a eu 360 demandes, hein, donc l'objectif, j'irais en rythme de croisière de l'INPI est d'avoir à peu près 1000 demandes par année au titre de cette action d'échéance et en nullité. Ce que je peux vous dire en données chiffrées sur cette nouvelle procédure, encore une fois, qui, à mon sens, facilite grandement quand même la vie des titulaires de droit antérieurs, mais également fragilise peut-être la situation, et particulièrement la situation des personnes qui sont titulaires de marques, qui sont un petit peu fragiles, mais Carole reviendra un petit peu sur cette situation, je pense. Et enfin, dernier aspect que je souhaitais mettre en avant, et qui a à mon sens quand même une importance pratico-pratique, c'est les modifications de la procédure de renouvellement des marques. On est passé donc d'un système où le renouvellement devait être opéré le dernier jour du mois anniversaire à un système où le renouvellement doit être opéré au plus tard le jour anniversaire. Alors c'est peut-être un petit peu plus rigoureux. Après, en contrepartie, on a gagné une extension de la période pour procéder au renouvellement, puisque ce n'est plus maintenant simplement 6 mois, dans les 6 mois qui précèdent la période de validité que peut être effectué le renouvellement, mais c'est dans l'année qui précède cette période de validité. Donc ça donne plus quand même de marge de manœuvre aux titulaires de droit, et il existe bien sûr toujours la possibilité d'un délai de grâce dans les 6 mois, si jamais on a loupé le délai, moyennant le paiement d'une surtaxe. Voilà, merci pour votre attention. Je crois avoir tenu à peu près les 30 minutes qui m'étaient imparties, et je cède la parole à Carole. Voilà. C'est bon? Merci Frédéric. Je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que la présentation... Oui. Alors, pour ma part, j'ai la joie, j'allais dire, de passer à la pratique, mais aussi la lourde charge de vous en donner les premiers constats, les premiers impacts et les premières stratégies qui se dessinent, parce que nous n'avons que plus ou moins 1 an de recul par rapport aux nouveautés. Donc, je dois juste... Voilà. Voilà, donc il y a pratiquement 1 an, donc on a le paquet marque est donc passé en pratique avec des apports pour les déposants et les titulaires de marque, donc notamment des particuliers, des entreprises par exemple, avec de nouvelles possibilités de signes enregistrables. Ça, c'est depuis le 11 décembre 2019, sauf erreur. De nouvelles procédures rapides et peu onéreuses, donc qu'a présenté Frédéric depuis le 1er avril 2020. Donc là, on n'a pas tout à fait 1 an. Et de fait, un renforcement de la robustesse des titres. Pour ma part, je ne vais vous donner les retours donc, de la pratique que dans 2 domaines principaux, à savoir les nouvelles marques, donc les nouveaux signes, et puis les nouvelles procédures, ainsi que le renforcement de la procédure d'opposition. Alors, tout d'abord, les nouveaux signes, le choix de la marque. En principe, tout est possible. C'est ce que vous expliquait Frédéric en disant qu'il n'y avait plus d'impératif de représentation graphique. Maintenant, on peut tout faire, mais tout n'est pas forcément réalisable. On le voit, par exemple, pour certaines marques dont on ne peut pas matérialiser
techniquement la représentation et de manière durable. Alors, le choix de la marque. On a parlé des marques non traditionnelles, sans représentation graphique, qui sont représentées au niveau du registre sous forme d'un fichier audio ou vidéo. En tous les cas, c'est ce que la technique permet de faire. Et pour ça, les bases INPI évoluent, on verra tout à l'heure, puisque à partir de la fin du mois d'avril, l'accès aux bases de données INPI se fera par Data INPI, qui va permettre de charger et donc d'écouter et visualiser des fichiers audio ou vidéo. Vous en aurez la démonstration tout à l'heure si j'y parviens. Mais tout d'abord, on va parler des marques sonores. Alors, à ce jour, il y a 3 marques sonores enregistrées. Vous voyez un exemple, j'ai fait un extrait, en fait, j'ai fait un petit copier-coller d'un extrait de la base dont je viens de vous parler, de Data INPI, qui nous donne donc cette première marque française qui a été enregistrée. Je parle des marques enregistrées. Donc, une marque sonore, sans texte, il n'y a pas de dénomination. Une marque sonore avec une empreinte numérique qui est susceptible d'être écoutée. Je vous la ferai écouter tout à l'heure puisque dans le diaporama, je ne peux pas. Voilà, sans information complémentaire, sans description particulière. Et le déposant, en l'occurrence ici, c'était une société qui est dans le domaine des fournitures de bureaux, sauf erreur, et du mobilier de bureau. Un autre exemple de marque sonore enregistrée que vous entendrez tout à l'heure, un jingle, le jingle Kizouk. Alors ici, ce sont des sons et des voix. Dans la précédente marque sonore, on avait une musique. Ici, ce sont des sons et des voix. On voit qu'il a été donné un nom, une dénomination à cette marque, puisque dans une description, il est bien marqué que c'est le jingle de la marque Kizouk. Donc on se retrouve quelque part avec une marque sonore, mais qui a aussi un nom, qui est aussi ici un nom Kizouk, qui donc pourra peut-être être trouvé au niveau des bases INPI, soit par le nom, soit je ne sais pas comment encore à ce jour pour les marques sonores. Marque suivante, donc la 3e marque sonore enregistrée. Ici, il s'agit de combinaison de sons. Je crois que c'est le musée d'art moderne de Saint-Étienne qui a déposé cette marque, donc uniquement de sons. On a un exemple donc, dans les marques enregistrées d'une marque qui représente une musique, l'autre un jingle, et ici enfin des sons. Alors, on va pouvoir se poser quelques questions pour toutes ces nouvelles marques, notamment pour les marques sonores. En pratique, est-ce qu'un son peut remplir le rôle d'une marque pour le consommateur, c'est-à-dire distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents? Alors, on a tous peut-être en tête, je pense que oui, mais pas forcément, et notamment, on a en tête, ça me fait penser au son qu'on entend à la gare SNCF lorsqu'on attend son train, et cette petite musique est restée dans l'esprit de tout le monde et fait penser, je pense, systématiquement à la SNCF. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'on arrive à reconnaître et lorsqu'on arrive à détecter l'origine d'un produit ou d'un service et de le relier avec l'entreprise qui les propose, on peut dire que le son, c'est qu'elle a rempli le rôle d'une marque. Questionnement aussi, et là on n'a pas assez de recul puisqu'on n'a pas eu besoin d'en faire pour l'instant, et comme il y a très peu de marques, il suffit de chercher dans les bases INPI les marques sonores et de prendre les dernières marques enregistrées ou déposées par date, on peut les trouver. Sinon, je me pose la question, comment est-ce qu'on va pouvoir procéder aux vérifications de disponibilité, donc d'aller vérifier au registre si un son, une musique ou une chanson ou quelque chose de sonore est disponible. Je ne parle pas du tout des droits d'auteur ici, je parle juste d'une recherche d'antériorité pour pouvoir déposer un son sans risquer une opposition. Bref, ce qu'on fait actuellement pour les marques dites classiques. Comment comparer des marques sonores en cas d'action? Par exemple, en cas d'action, en cas d'opposition, on compare de manière classique les marques, on compare les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles,
Ici, on n'a plus ces critères visuels et phonétiques, conceptuels peut-être, et encore. Donc, comment va-t-on comparer les marques sonores, notamment en cas d'action? Autre question aussi, comment démontrer l'usage d'une telle marque, donc une marque sonore notamment, mais on verra que c'est la même problématique potentiellement pour les deux autres sortes de marques, dans la mesure où cette marque n'est pas apposée sur les produits, mais elle les accompagne. Donc voilà, après c'est un problème de éventuellement preuve d'usage. Alors, autant de questions, je n'en ai pas les réponses, et la pratique est trop courte, et il n'y a pas encore eu assez de décisions, il n'y a pas très peu de décisions. Et donc, ça vaut le coup de suivre la jurisprudence puisque l'INPI et les tribunaux devront apporter des réponses à toutes ces interrogations. Alors, ce que je vous ai dit pour les marques sonores vaut, à mon avis, pour les marques de mouvement. Alors, on va voir juste ce que c'est qu'une marque de mouvement. C'est une marque qui consiste en un mouvement, bien sûr, ou un changement de position. On a plusieurs demandes de marques publiées, mais pour l'instant, aucune qui soit enregistrée. Alors, il y a un bémol à mettre à ça, et c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, avec fichier vidéo à ce jour, puisqu'il y a une marque très récente qui a été enregistrée, qui est dite marque de mouvement, mais qui est constituée finalement d'images fixes, d'une séquence d'images fixes. Ce n'est pas un fichier vidéo, c'est un fichier JPEG, c'est-à-dire plusieurs images qui laissent à penser, qui pourraient, même si elles étaient animées, si elles étaient feuilletées rapidement, à penser et à comprendre qu'il s'agit d'un mouvement. Mais là, on parle des nouvelles marques, des nouvelles possibilités, et donc aucune, à ce jour en tous les cas, aucune marque enregistrée, aucune marque de mouvement. Alors, je vous ai donné, j'ai mis juste un exemple de marque de mouvement publiée, puisqu'elle n'est pas, c'est une demande de marque, pardon, publiée, puisqu'elle n'est pas enregistrée. Et on verra tout à l'heure, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Il s'agit de la société Orange qui a déposé cette marque, donc sans texte, marque de mouvement, mais avec une description très précise de ce qui se passe dans l'animation. Et cette description vient corroborer ce qu'on pourra voir, là je ne peux pas dans le PDF, mais ce qu'on pourra voir de l'animation lorsqu'on consulte DataINPI. Enfin, les marques multimédia, dans les trois nouvelles sortes de possibilités grâce aux fichiers informatiques. Les marques multimédia, c'est une combinaison d'images et ou de sons, puisque on va voir que ça peut résulter juste d'une animation, une combinaison d'images et de sons. Il y a peu de marques multimédia enregistrées par l'INPI à ce jour. J'en ai trouvé 3 récentes. Donc, je vous donne ici l'aperçu et qu'on va aller voir très rapidement si j'arrive à mettre la base INPI à la place de mon PowerPoint. Donc, marque multimédia, on a ici une dénomination, relais du mix, qui est reprise de l'image, c'est comme pour les marques semi-figuratives. Une image et un son, en l'occurrence une voix qui prononce cette marque. Donc ici, on a une dénomination, mais voilà, information complémentaire, concept musical. Une autre marque qui est en fait uniquement une animation, il n'y a pas de son ici. Ce qui est écrit ici, c'est le texte qui apparaît dans l'animation, marque multimédia, avec une empreinte numérique, un déposant, pas d'explication complémentaire. Et puis, une troisième marque enregistrée, donc marque multimédia enregistrée, Exerpro, donc avec sans explication particulière, mais un nom. Alors, je vais essayer d'aller... je vais vous montrer... Allez, on se lance. Je vais vous montrer les bases INPI. Voilà du concret. Je pense et j'espère que tout le monde voit DataINPI. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Qui nous
permet maintenant de voir, ou plutôt d'entendre la première marque sonore que j'avais citée, qui était donc pour du mobilier et des fournitures de bureau. Elle est un peu répétitive et un peu longue, mais c'est une musique. Je vais passer à la suivante. La suivante, c'était Kizouk, le jingle dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec donc plusieurs déposants, une description et une bande-son. Kizouk on the beats. Voilà. Très différente de la première. Et la troisième marque sonore enregistrée à ce jour, qui est... Alors là, il faut vraiment tendre l'oreille, sauf erreur. Non, c'est peut-être pas celle-là, c'est une autre. Donc là, c'est celle du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne. Voilà. C'est peut-être un petit peu la même chose que le fameux son SNCF dont je vous parlais tout à l'heure. Outre les marques sonores, on a parlé des marques de mouvement, en l'occurrence des demandes de marques de mouvement, puisque à ce jour, il n'y en a pas encore une seule qui soit enregistrée, mais il y en a pas mal qui sont publiées. J'ai pris un exemple de demande de marque publiée, qui est celle de la société Orange, qui a fait une description très précise de son animation et joint le fichier vidéo de sa marque de mouvement. Donc ça, c'est une de sa demande de marque de mouvement, pardon, puisqu'elle n'est pas enregistrée. Maintenant, les marques multimédia enregistrées, le relais du mix. Relais du mix. Voilà. La suivante, c'était une marque, donc une animation vidéo, et là, il n'y a pas de son, sauf erreur. Et la dernière, où il faut vraiment tendre l'oreille, on n'entend pas grand-chose, c'est la marque Exerpro. C'était donc une marque qui est dite multimédia, avec un son très faible. C'est pratiquement un souffle. Voilà, vous venez de voir les marques qui sont citées dans le PowerPoint que je vais remettre à l'écran. C'est bon? L'affichage est bon? Alors, outre ces trois types de marques, ces nouveaux types de marques qui sont vraiment possibles maintenant grâce aux fichiers audio et vidéo, il y a d'autres nouveaux types de marques. Pourquoi je les ai mis entre guillemets? Parce que ce sont des types de marques qui existaient plus ou moins avant, dans la mesure où on pouvait les représenter de manière graphique. Une marque de forme, c'est la forme caractéristique d'un produit ou d'un emballage, à savoir la forme d'une bouteille Perrier, par exemple, qui est très significative et reconnaissable même sans étiquette. Une marque de position. Alors, la marque de position, c'est la façon spécifique dont la marque est placée sur le produit. On a, par exemple, c'était déjà possible avant que ces nouveaux types de marques soient appelés de la sorte, marque de position. On pouvait déjà matérialiser la position d'un élément sur un produit. Par exemple, si je prends les semelles rouges des fameuses chaussures Louboutin, il suffisait que le soulier ou que la chaussure soit en pointillé et que la semelle soit matérialisée en couleur. Donc, ça permettait de matérialiser le positionnement de la marque sur le produit. Et les marques de motifs, qu'est-ce que c'est? C'est une répétition régulière d'un ensemble d'éléments. Le fait de l'appeler marque de motif permet de concrétiser cette répétition, puisqu'on est limité à un petit carré, ou un échantillon lorsqu'on fait un dépôt. Le fait que ça s'appelle une marque de motif justifie et démontre cette répétition. Et on a le cas particulier de la marque olfactive ou gustative, voire même de la marque tactile, dont parlait Frédéric tout à l'heure. Eh bien, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de les matérialiser de manière certaine, puisqu'il faut garder en mémoire que tous ces signes doivent pouvoir être représentés de manière claire, précise
facilement accessible, intelligible, durable et objectif. Très difficile et impossible à ce jour, il n'y en a pas pour représenter des marques olfactives ou gustatives. Alors, après les nouvelles marques, donc après avoir vu le choix des marques, eh bien, nous allons voir ce que la loi Pacte nous apporte en matière de défense des propriétés industrielles par le renforcement de la procédure d'opposition, dans un premier temps, et ensuite la contestation de marques enregistrées appartenant à des tiers. Alors, appartenant à des tiers, ça, c'est si c'est nous qui attaquons, mais on peut aussi se faire attaquer. Donc, c'est à double tranchant. Renforcement de la procédure d'opposition. On a vu qu'il y avait plusieurs fondements possibles, etc. Moi, ce que j'ai essayé d'envisager, ce sont les avantages et les inconvénients. Les avantages, tout d'abord, de la nouvelle procédure d'opposition, c'est la prise en considération des signes de la vie des affaires, en plus des marques. Avant, il était possible de faire opposition que sur la base d'une marque ou d'une demande de marque. Maintenant, il est possible d'avoir plusieurs fondements. La seule chose qui est importante à savoir, c'est bien vérifier que tous ces signes appartiennent au même titulaire et il faut qu'ils soient invoqués en même temps, à savoir lorsqu'on forme opposition, parce qu'il ne va pas être possible d'en ajouter au fur et à mesure de la procédure. Donc c'est tout de suite et titulaire identique. La possibilité de prendre date rapidement grâce à l'opposition formelle, alors ça, c'est précieux, puisqu'on sait que faire un mémoire d'opposition, ça peut être long, etc. On a une durée pour faire opposition de 2 mois à compter de la publication de la demande de marque. Donc, on a relativement peu de temps. Si on veut se mettre d'accord avec le déposant, essayer de trouver un accord de coexistence ou autre, ça permet de prendre date et de conserver cette possibilité de s'opposer à l'enregistrement de sa demande de marque. Donc, sans avoir à fournir tout de suite le mémoire d'opposition et les pièces qui vont avec. On a 1 mois, comme disait Frédéric, pour le faire. Donc, pratique, ça permet de prendre très rapidement date. La vérification par l'INPI de la réalité et du sérieux de l'usage, alors je l'ai mis dans les avantages parce que c'était un petit peu frustrant auparavant d'avoir à fournir des preuves d'usage lorsque c'était demandé et que notre marque avait plus de 5 ans, sachant que ces preuves d'usage étaient malheureusement très peu prises en considération. En tous les cas, il fallait qu'elles soient fournies, mais le sérieux de l'usage n'était pas vérifié à ce stade. Les inconvénients éventuels, c'est la complexité des mémoires d'opposition et la difficulté de constituer des preuves d'usage suffisantes. Évidemment, il peut y avoir plusieurs fondements, donc il va falloir justifier tous ces fondements et apporter les preuves d'usage également de chaque signe de manière suffisante. Donc il ne faut pas être redondant et c'est un peu plus ardu à constituer. La durée de procédure qui est potentiellement allongée du fait du renforcement du principe du contradictoire. Frédéric nous disait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 3 échanges d'observation, à savoir 6 en tout, de fait, puisque c'est 3 par partie. Et ce qui fait que, en plus, si on fait une opposition formelle, on a 1 mois pour produire les pièces et les fondements. On a ensuite, si on tient compte des 5 autres échanges potentiels, avec 1 mois de délai également pour répondre, pour se prononcer, ça nous amène déjà à 6 mois. L'INPI ayant aussi 3 mois pour se prononcer sur l'opposition, eh bien, c'est un beau bébé, on est à 9 mois. Donc, une durée potentiellement un petit peu plus longue et il n'y a plus de projet de décision de l'INPI. Pour moi, c'est un inconvénient parce qu'il était toujours bon de savoir ce qu'allait décider l'INPI puisqu'on pouvait encore apporter des arguments à ce stade. Là, lorsque la décision tombe, on est au bout des échanges d'observation. C'est tout pour ma part pour la procédure d'opposition. La nouvelle, donc maintenant les 2 nouvelles, enfin la nouvelle procédure en nullité
et en déchéance. La procédure en nullité se décortique en deux stades, enfin deux possibilités, le fondement motif relatif et fondement motif absolu. Frédéric les a très bien expliqué tout à l'heure. Ce qui est important et ce qu'on est en droit de se demander, c'est si en pratique, cette nouvelle procédure de nullité ne reviendrait pas finalement à rendre la procédure d'opposition plus dure, enfin, à prolonger dans le temps l'équivalent d'une procédure d'opposition qui, elle, est limitée à 2 mois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander la nullité sur les motifs relatifs, c'est-à-dire sur la base d'un signe antérieur, d'une marque enregistrée. La seule différence à ce stade que je vois, c'est que la procédure d'opposition va permettre de s'opposer à l'enregistrement d'une marque, donc c'est entre la publication et l'enregistrement, et la procédure en nullité fondée sur des motifs relatifs, donc sur un droit antérieur ou plusieurs droits antérieurs, se situe après l'enregistrement. La procédure en nullité fondée sur des motifs absolus, alors là aussi, je me suis demandé, est-ce que ça va bien donner des décisions, est-ce que ça va être utile? Parce que les motifs absolus, donc est-ce qu'une marque est susceptible de remplir sa fonction? On va pouvoir se le demander pendant toute la vie de la marque, notamment, ça permet à quiconque de contester auprès de l'INPI la validité d'une marque enregistrée par l'INPI. On a un petit problème, c'est que si la validité a été octroyée par l'INPI, si elle a été reconnue par l'INPI, si l'INPI a enregistré une marque, eh bien, on va pouvoir contester cet enregistrement, on va pouvoir contester cette marque auprès de l'INPI. Là, je me demande comment ça va se passer, puisque l'INPI, pour moi, est juge et partie. Eh bien, on se demande si c'est un droit à l'erreur, donc à une rectification de quelque chose qui aurait été décidé par un examinateur, ou est-ce que c'est une utopie, c'est-à-dire est-ce que dans la pratique, l'INPI va confirmer finalement ses décisions? Se poser la question, c'est un cas particulier. Mais on a déjà une réponse. On a déjà une réponse parce qu'il y a une première décision qui a été publiée, qui est venue, qui a en fait retenu le défaut de caractère distinctif d'une marque Super Pro pour des parties de rechange pour système de piscine. Alors, en 2 mots, cette décision, il a été question de la validité de la marque, de son caractère distinctif. Est-ce qu'elle est descriptive des qualités et de la destination des produits et des services, enfin des produits en l'occurrence ici. Il a été décidé que la marque Super Pro désignant diverses parties de rechange pour système de piscine en classe 7, 9, 11, 17 et 20 doit être annulée pour défaut de caractère distinctif en ce que ce signe peut servir à désigner une caractéristique des produits en cause. Ainsi, le consommateur concerné percevait le signe Super Pro constitué de la simple association de 2 termes comme la désignation de la qualité très professionnelle ou de la destination des produits visés au dépôt, et non comme celle de l'origine commerciale des produits. Le signe n'est donc pas apte à garantir la fonction d'indication d'origine de la marque. Voilà donc une première réponse au questionnement de savoir est-ce que ça va servir à quelque chose. Visiblement, oui. Et maintenant, la procédure en déchéance. Alors, il peut être demandé la déchéance totale ou partielle d'une marque. Les fondements sont soit le défaut d'usage réel et sérieux, soit la dégénérescence du fait du titulaire, soit une marque qui serait devenue trompeuse du fait de son titulaire. Alors, il n'y a pas encore de décision publiée par l'INPI. Afin d'éviter la déchéance, notre conseil serait de prévoir déjà la liste des produits et services de manière suffisante mais pas trop large. À savoir, on ne peut pas ajouter des produits ou des services à un dépôt de marque. Ça n'a pas bougé. Donc, il faut prévoir la marque suffisamment large, c'est-à-dire la liste des produits et services visés dans la marque de manière assez large, mais pas trop, puisqu'il faut savoir qu'une marque qui ne serait pas utilisée pendant une période ininterrompue de 5 ans est déchéable.
Et le deuxième conseil qui est très, très, très important, et ça devrait être un fil rouge, au fil du temps, il faut conserver de multiples preuves d'exploitation de la marque, donc datées, pour les produits et ou les services désignés au dépôt, idéalement pour tous. En tous les cas, au fur et à mesure de l'utilisation, il faut absolument se constituer un dossier de preuve d'usage, puisqu'à tout moment, on l'a vu tout à l'heure, dans la vie d'une marque, il va être potentiellement demandé d'apporter des preuves de son usage réel et sérieux. Alors, en conclusion, la réforme octroie plus de possibilités de signes déposants, mais également plus de possibilités de se voir contester la validité de ces marques. En pratique, plus de difficultés normalement à obtenir et surtout maintenir son droit de marque. Il faut vraiment bien penser sa marque au moment du dépôt. Donc déjà, il faut bien la choisir. Je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez vu, lorsque vous utilisez les nouvelles possibilités donc, de marque, je vous conseille de décrire autant que possible la marque. Ça lève toute ambiguïté. Bien choisir sa marque, vérifier sa disponibilité. Alors, je vous ai parlé de Data NP. Voilà l'adresse qui vous permettra d'y accéder, puisqu'à partir de la fin du mois d'avril, je crois le 28 avril, on ne pourra plus, enfin, ce sera la seule base accessible pour tout ce qui est marque notamment, mais aussi entreprise, etc., dessin et modèle, etc. Le conseil est également de formuler au mieux son dépôt, donc si possible un intitulé, c'est-à-dire une dénomination. Il y a beaucoup de marques sans texte, je ne sais pas comment on va faire pour les retrouver dans les bases. En tous les cas, si vous souhaitez que les autres puissent vous trouver, c'est peut-être mieux de mettre un intitulé dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas comment on va pouvoir trouver une marque sans texte qui consiste en une phrase musicale, enfin un son ou une animation, une description, une courte description, et bien choisir votre liste de produits et services, exploiter vos marques et conserver toute trace de l'exploitation en vue de demande de preuve d'usage. Et voilà. Merci. Je pense que s'il y a des questions sur les deux présentations. Oui, alors on a deux questions là dans le chat, donc je vais me répéter, enfin, tout le monde peut y accéder, mais je vais répéter la première. Donc si la décision rendue par l'INPI est définitive, si on souhaite la contester, la procédure a-t-elle lieu devant la cour d'appel directement? Je vais prendre la réponse, si vous n'auriez pas d'objection, Carole. Parfait. Je pense que ça fait référence à la procédure d'opposition et au fait que le projet de décision a été supprimé, en fait. C'est vrai qu'on aboutit directement à une décision qui est prise par le directeur de l'INPI et qui doit être contestée si vous souhaitez la contester effectivement devant la cour d'appel compétente. Mais il faut quand même repenser au fait que si le projet de décision a disparu, il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'échange entre les parties, et de même que de suspension de la procédure. Je ne l'ai pas évoqué puisque je n'avais pas le temps de détailler la procédure d'opposition, mais la procédure peut être suspendue pour différents motifs, mais notamment sur demande conjointe des parties pour trouver un accord. Donc, ce qu'on perd avec une orientation, une prédécision de l'INPI que le projet de décision, on le gagne avec beaucoup plus de plages de temps qui sont offertes aux parties pour trouver un accord entre elles. Et on a donc, merci Frédéric, et on a une seconde question. Donc, dans la procédure d'opposition, que signifie exactement prise en considération des signes de ou dans la vie des affaires en plus des marques? Je pense que ça, c'est pour moi. Oui, en fait, dans la vie des affaires, effectivement, on prend en considération, on a en fait un signe qui désigne l'entreprise, à savoir la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, c'est-à-dire tout ce qui est sur les cartes de visite et le papier en tête. Ça, ce sont les signes qui sont propres à l'entreprise. Et un usage de ces signes à titre de dénomination sociale, non commerciale et enseigne ne vaut pas à titre d'utilisation d'une marque.
Et il y a la marque à côté qui, elle, ne désigne pas l'entreprise, mais les produits et les services qu'elle propose. Donc il y a vraiment une distinction entre les marques et les autres signes de la vie des affaires, notamment qui désignent les entreprises. Et puis il y a les noms de domaine également, qui sont autres que les marques. Donc c'est principalement ce que je voulais dire en parlant de la prise en considération des autres signes de la vie des affaires. Oh, merci Carole. Alors n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat, hein. Moi, si je peux faire un rapide commentaire de tout ce que j'ai vu là. D'abord, merci pour vos présentations, je trouve vraiment très intéressantes. Ce que je note d'abord, c'est le côté vraiment très anecdotique du nombre de marques sonores, de mouvements, etc., qui sont déposés sous forme numérique. On va dire que c'est un sujet qui a soulevé de nombreuses discussions parce que théoriquement, il est très intéressant, mais en fait, on se rend compte que dans la pratique, 25 marques sur à peu près 100 000, c'est vraiment extrêmement peu de choses. Ce qui m'a également intéressé, c'est le fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un motif à agir pour déclencher donc une action en nullité ou en déchéance. Ça me paraît tout à fait intéressant sur le plan stratégique. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dès lors qu'on aura simplement l'intention d'ennuyer un concurrent, hein, et je repense à ce que dit souvent France Brevet par rapport à l'utilité du brevet. Le brevet, c'est fait pour embêter vos concurrents. Et ben, si on veut embêter un concurrent, ma foi, on pourra beaucoup plus facilement lancer une action en nullité ou en déchéance pour créer des problèmes à ce concurrent. Alors, sur les marques Kizouk et autres, là, donc les fameux 25, la question que j'ai envie de poser, c'est mais qu'est-ce qui est protégé là-dedans? Parce que finalement, je dépose Kizouk avec un jingle ou une marque multimédia, etc. Et si le contrefacteur ne reprend que Kizouk, finalement, quelles sont mes chances d'avoir gain de cause? Ça me fait un peu penser à ces marques où on a une association d'un logo et d'un nom, et où finalement on dit déposer le nom tout seul, enfin déposer deux marques, quoi. Est-ce qu'on risque pas, alors encore une fois c'est une question très théorique puisqu'il y a très peu de marques de ce type-là, mais est-ce qu'on risque pas, là c'est une question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'on risque pas de devoir conseiller également le double dépôt dans ce type de situation? Alors, si je peux m'exprimer là-dessus, le double dépôt, le dépôt de la marque en elle-même, si elle est suffisamment distinctive, c'est toujours un problème de distinctivité, cher Philippe, bien sûr, ça vaut le coup de faire un dépôt, peut-être en version nominale, puisque celui-là, il est pérenne. Si la marque est utilisée de manière nominale, c'est un dépôt qui est quand même à conseiller, puisqu'on n'a pas de problème de style, enfin, de visuel, hein. Elle est intemporelle, entre guillemets. Après, au niveau des marques, des nouvelles marques sonores, etc., est-ce que le caractère distinctif va résider dans la dénomination? Admettons que ce que vous avez vu tout à l'heure, au lieu de, je ne sais plus ce que c'était comme nom, c'est pas grave, je vais le retrouver, mais si la marque est peu distinctive, ou plutôt si elle est descriptive des produits et services, eh bien, c'est peut-être le son qui va être distinctif, ou suffisamment distinctif pour jouer le rôle de la marque. Donc, il faut voir où se trouve l'élément distinctif de la marque. Est-ce que c'est dans le nom? Est-ce que c'est dans l'animation ou dans le son? Je pense toujours à ma marque SNCF, la marque sonore. Alors, je dis la marque, ils n'ont peut-être, enfin, je ne l'ai pas vue en tous les cas, mais ça serait bien de conseiller à la SNCF de la déposer, celle-là, parce que pour le coup, elle a au moins acquis sa distinctivité par l'usage. À force de l'entendre dans les trains et dans les gares, voilà, elle remplit largement son rôle de marque, à mon avis. Donc voilà, la question réside, comme avant, dans l'élément distinctif, ce qui a permis à cette marque d'être enregistrée, c'est-à-dire son élément distinctif. Oui, merci Carole. Et puis il y a un autre sujet également que je trouve intéressant par rapport à encore une fois, des sujets théoriques, hein. Par rapport à ces marques sonores, c'est effectivement la problématique des recherches d'antériorité. Là, il n'y en a que très peu, donc finalement, il n'y a pas trop de problème. Mais si on en a un jour plusieurs dizaines, plusieurs centaines, comment est-ce qu'on va faire pour faire une recherche d'antériorité? Ce qui me renvoie en fait au logo, où maintenant on a des logiciels de reconnaissance d'images, hein, notamment sur les sites
l'UIPO de l'OMP, etc., où on peut coller une image et retrouver toutes les images identiques, finalement, ça ouvre la voie, ces marques sonores, au même type d'application où on pourrait comparer finalement des fichiers sonores. Et bon, il se trouve que ça existe déjà. J'ai fait une rapide recherche pendant que tu parlais, Carole, sur Google, et on a apparemment déjà des applicatifs de comparaison de fichiers sonores. Donc, je pense que là, il y a une ouverture pour les gens qui produisent ce type d'application vers cette nouvelle application dans le domaine donc des recherches d'antériorité. Alors, ceci dit, l'autre intérêt sera également sur la contrefaçon de droits d'auteur, j'imagine. Peut-être un intérêt beaucoup plus important. Voilà. Question sur les bases de données NP, il est prévu ces recherches d'éléments sonores, par exemple? Alors, pour autant que je sache, pas pour l'instant. Mais je dirais que ça me paraît une piste de réflexion intéressante. Alors, encore une fois, je ne pense pas que ce soit intéressant pour nous de développer quelque chose parce que je crois que ça a déjà été fait. Mais des partenariats avec des gens qui ont développé ce type de logiciel pourraient être intéressants. Enfin, dans peut-être, je sais pas, peut-être que l'année prochaine, on va voir arriver une marée de marques sonores. Enfin, je pense pas, mais bon, quand on aura 10 000 ou 1000 marques sonores, peut-être que là, effectivement, ça aura un intérêt pour toutes les recherches d'antériorité. Toutes les incertitudes qui viennent d'être soulevées expliquent pourquoi sûrement il y a aussi peu de marques sonores qui sont déposées, que ce soit les déposants et les modataires. Personne n'a du recul sur comment va être appréciée par l'INPI la distinctivité. Est-ce que c'est véritablement une marque, effectivement? Comment derrière justifier l'exploitation? Comment agir en contrefaçon, alors que le IPO a une pratique quand même plus ancienne de ce type de marque, puisque, sauf erreur de ma part, ça a dû être mis en place aux alentours de 2017, devant le IPO. Il y en a quand même très très peu, et il y a quasiment pas. Je ne connais pas de jurisprudence ou de jurisprudence à la fois interne ou jurisprudence communautaire. Je n'en connais pas sur ces types de marques. Donc c'est vrai que tant que les contours de ce qu'on peut faire de ces marques-là ne seront pas un peu plus précisés, elles risquent d'être faiblement utilisées, quoi. Très bien. Bah, écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Donc, je pense que je vais remercier encore une fois nos deux intervenants. Je vais également remercier donc Aurélie de l'I2EPI pour avoir introduit cette réunion. Également Emmanuel de la CCI d'avoir accueilli techniquement donc cette réunion. Emmanuel, je vais peut-être, si tu veux, dire 2 mots pour conclure. Oui, eh bien, effectivement, la CCI a accueilli techniquement la réunion. Et vous, comme quoi, il y a toujours moyen de participer, même comme ça. Oui, alors ce webinaire a été enregistré, donc il sera le lien vers le replay vous sera communiqué ultérieurement. Vous pourrez ainsi revenir, réécouter les deux intervenants et revoir toutes les présentations. Voilà. Et puis, on vous dit bien sûr à tous à une prochaine fois, d'une façon ou d'une autre. Merci. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir.